Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse détaillée plan par plan du deuxième trailer d'Avengers Endgame. Alors bien sûr, mieux vaut prévenir que guérir, si vous faites partie de celles ou de ceux qui préfèrent tout découvrir d'un film en le voyant pour la première fois en salle, il vaut sans doute mieux éviter ce type de vidéo. Avant toute chose, j'ai envie de dire bravo à Marvel, surtout pour sa communication autour de ce film qui montre tout juste ce qu'il faut, sans nous gâcher à l'avance les meilleurs moments, notamment d'action, de ce quatrième volet d'Avengers. Et puis tout y est, l'ambiance, la musique, on est vraiment prêt, fin prêt, je pense que vous êtes comme moi super excités pour ce point culminant de toute cette construction incroyable, cette construction cinématographique qu'a été le MCU depuis le premier Iron Man. Cette bande-annonce est placée sous le signe d'une ambiance ambivalente entre nostalgie, voire profonde tristesse d'un côté, et volonté inflexible de réaliser ce qui semble impossible de l'autre, whatever it takes. Pour aborder cette conclusion des 3 premières phases du MCU, on revient aux sources, avec un flashback sur la naissance d'Iron Man, tandis que Tony enregistre sans doute un autre message destiné à Pepper. À l'image des séquences en nuances de gris avec une pointe de rouge, ce rouge est là pour la couleur de Marvel bien sûr, mais surtout cet ensemble de couleurs correspond à celui des combinaisons que l'équipe porte à la fin du trailer. Ce n'est évidemment pas un hasard puisqu'on associe alors ingénieusement les flashbacks et donc la notion de voyage dans le passé avec ces combinaisons qui permettront presque à coup sûr de traverser les vortex du royaume quantique. Et Tony explique donc à Pepper qu'il espère sortir de sa manche une toute dernière surprise. Évidemment, on peut le prendre au pied de la lettre, mais on peut éventuellement aussi y voir un petit message caché des réalisateurs, les frères Russo, à tous les spectateurs qui ont apprécié leur travail chez Marvel, puisqu'a priori ce serait leur dernier film Marvel, même si ils n'excluent pas de revenir un jour. Les thèmes de l'amour et de la perte sont au centre de la bande-annonce. D'abord, cet amour dont Tony a pris conscience pour Pepper, sachant qu'il a failli tout perdre aussi bien dans la bataille de New York dans Avengers que durant les événements d'Iron Man 3. Comme on s'en doutait, l'enjeu véritable ne sera pas vraiment pour Tony de parvenir à rentrer vivant sur Terre, et avec le recul, je suppose qu'il parviendrait peut-être même à s'en tirer sans autre aide extérieure que celle que Nebula voudra bien lui octroyer, avec quelques pièces issues de son propre corps, même si une intervention de Pepper en mode rescue resterait très sympa. Comme je le disais, l'amour et la perte, ça reste évident avec la voix de Peggy Carter et les images de son enterrement. On entend alors en voix off ce que Peggy avait dit à Steve dans The Winter Soldier, le monde a changé et aucun de nous ne peut revenir en arrière, tout ce qui nous reste à faire, c'est de notre mieux et parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de tout recommencer. Encore une fois, dans ces paroles, la notion de voyage dans le temps, même si là il est souligné comme étant impossible, revient, ainsi que celle de recommencement. Et du coup, on sent bien que le public devra faire son deuil de Tony Stark ou de Steve Rogers, voire même des deux dans ce film. Enfin bon, ceci dit, une retraite plus ou moins paisible pour Tony Stark et un retour dans le passé ou dans une dimension parallèle pour Steve Rogers restent des possibilités, d'autant plus que lorsque Peggy dit qu'aucun d'entre nous ne peut revenir en arrière, eh bien l'image correspond pile à Steve Rogers. Cette notion de retour en arrière est aussi suivie d'une scène où Clint Barton enseigne le tir à l'arc à une jeune fille. Certains disent qu'il s'agit de sa fille, Lila Barton. Mais pourtant cela m'étonnerait puisque Lila Barton avait environ 7 ou 8 ans dans l'ère d'Ultron, sachant que le temps passe dans le MCU à peu près au même rythme que dans la réalité, cette fillette aurait 10 ans ou 11 ans peut-être en 2018, au moment du snap de Thanos, et clairement l'adolescente qui s'entraîne à l'arc est plus âgée que ça. Et certains d'entre vous devinent sans doute où je veux en venir, il s'agit sans doute de Kate Bishop, d'autant plus qu'il y avait une rumeur, il y a quelques semaines de cela, d'une série qui serait destinée à la plateforme Disney+, et dans laquelle on verrait l'entraînement de Kate Bishop par Clint Barton. On peut aussi souligner au passage que ce n'est pas Catherine Langford qui joue ce rôle, ce qui vient renforcer l'idée que j'avais déjà pu évoquer dans de précédentes vidéos. A savoir que Catherine Langford apparaîtrait dans le film dans une brève vision que Tony pourrait avoir du futur, une vision dans laquelle il découvrirait un avenir possible, celui de sa fille 20 ans après, une fille qu'il aurait eu bien sûr avec Pepper. Les larmes de tristesse sont dans la pluie qui baigne à la scène de Natasha qui retrouve Clint après qu'il ait de toute évidence perdu toute sa famille et qu'il soit parti exercer ses talents de tueur au Japon. Même Ronin a besoin d'une main amicale, et surtout lui-même. Parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de tout recommencer. Dans ma compréhension des choses, cette phrase résonne encore lorsqu'apparaît Asgard à l'écran dans sa splendeur d'antan, et on peut y voir le signe que Thor fondera peut-être une nouvelle Asgard sur Terre. Ensuite, la bande-annonce nous enfonce une dernière fois la tête sous l'eau, avec le rappel de tous ceux qui ont disparu et de l'incapacité de certains, notamment Steve et Natasha, à passer à autre chose. Évidemment, les cheveux de Natasha, qui ont suffisamment poussé pour largement montrer sa couleur naturelle, sont là pour souligner le passage du temps.
Et en l'occurrence, sachant que les cheveux caucasiens poussent en moyenne d'1 cm par mois, je dirais qu'il y a au moins un an et sans doute même 18 mois ou plus qui se sont écoulés entre le claquement de doigts de Thanos et cette image. L'image de Banner, qu'on trouve un peu indécis ou encore pensif, ne nous dit pas grand-chose. Et oui, il faut bien dire que les deux grands absents, dans tous les sens du terme, de ce trailer sont bien évidemment Thanos et Hulk, sachant que leur absence indique simplement que les scènes dans lesquelles ils apparaissent doivent correspondre à celles que les réalisateurs ont envie de garder sous silence. Vous savez sans doute déjà que je suis convaincu qu'on verra une version du professeur Hulk qui correspond à une situation d'équilibre et d'harmonie entre l'intelligence de Banner et la puissance primale de Hulk. Toujours sur le thème du passage du temps, on découvre Scott Lang qui, abasourdi, découvre les conséquences du claquement de doigts de Thanos, alors qu'il vient très certainement tout juste de sortir de l'un des fameux vortex temporels du royaume quantique, contre lesquels Janet Van Dyne l'avait mis en garde. Scott est peut-être là dans le quartier de la maison de son ex-femme où il espérait retrouver sa fille Cassie. Il n'est pas devant la même maison en tout cas puisque Cassie habite au 840 alors qu'il est devant le 1064. Là encore, la végétation laisse supposer que plusieurs semaines au moins se sont écoulées, mais pas 18 mois a priori, ce qui situerait la scène à l'époque des cheveux blonds de Natasha. On a aussi l'impression que Scott traîne une valise qui pourrait correspondre aux vannes et aux tunnels quantiques miniaturisés. Rien de spécial à dire sur cet appareil qui approche de ce qui me semble correspondre au pont de Manhattan. Ce qui est certain, c'est que la voix de Natasha Romanoff qui résonne alors fait écho à celle de Steve et qu'elle a autant la hargne que lui, autant que lui ce besoin d'agir, et ne serait-ce qu'en mémoire de ceux qui ne sont plus là, il faut saisir la moindre occasion. Ensuite, son amitié avec Clint est joliment soulignée et on voit le support et le réconfort mutuel qu'ils peuvent s'apporter. Les images intenses de Ronin qui échappe de justesse à une explosion dans des couloirs confinés, les pieds dans l'eau, laissent supposer une mission dans une sorte de vaisseau ou autre base. On peut certainement faire le lien avec les images du spot du Super Bowl. D'ailleurs, on retrouve le double carquois quand Clint court de dos, mais pas quand on le voit de face, ce qui implique soit une fausse impression de continuité de la scène pour les besoins du trailer, soit un faux raccord. Impossible de deviner vraiment où peut se trouver Clint, mais pourquoi pas dans un vaisseau par exemple de transport de troupes de Thanos, comme ceux qui s'étaient posés au Wakanda lors de la bataille du Wakanda. Le plan suivant vend du rêve avec Rocket Raccoon dans son costume bleu et rouge tout droit sorti des comics, sur l'épaule d'un War Machine avec une armure bien massive qui laisse deviner un canon bien balèze aussi, dans le dos prêt à venir se positionner sur l'épaule certainement. Impossible de véritablement situer la scène sur la base de cette seule image, même si on pourrait éventuellement la relier à d'autres scènes qui arrivent ensuite, mais je vais y revenir avec une hypothèse que je mettrai en alerte spoiler. Difficile de savoir si Steve parle vraiment à Clint quand il dit « We will », comme s'il complétait la dernière phrase prononcée par Natasha et qu'il disait au public qu'ils essaieront de saisir la moindre chance. Le bref plan de Scott en combinaison semble le situer dans la base des Avengers et c'est peut-être à quelques secondes d'intervalle avec le plan qui le trouvait aux côtés de War Machine. On remarquera aussi une lueur un peu inquiétante dans cette fenêtre. On pourra compter sur Thor pour démontrer à nouveau la puissance de Stormbreaker. Quant à la charge de Nebula au milieu des décombres, difficile d'imaginer qu'elle puisse avoir une autre cible que Thanos lui-même. Et nous y voici, donc attention, alerte spoiler concernant cette hypothèse sur ces fameuses scènes de bataille. Si vous voulez sauter cette alerte spoiler, c'est simple, il suffit de vous rendre au temps indiqué sur l'écran en bas à droite. Et oui, tout ce qui précède amène à la théorie d'une attaque de Thanos sur le quartier général des Avengers, et on verrait le début de cet assaut quand War Machine et Ant-Man se préparent, et ensuite les dommages causés par la puissance des participants dans les ruines qui entourent notamment Nebula. Cette hypothèse s'appuie notamment sur la fuite d'un set Lego qui met en scène une telle attaque, Thanos étant accompagné par des Outriders. Cette idée est encore renforcée par la séquence d'Ant-Man qui se propulse dans les airs en s'aidant d'un crayon et en passant à côté d'une prise jack, des fournitures typiques d'un lieu de vie et de travail humain. C'est là aussi que Steve resserrerait la sangle de son bouclier, prêt à en découdre, que ce soit avec le Titan en personne ou un Outrider particulièrement coriace. Ensuite, quand la phrase « Whatever it takes » est prononcée par Steve, Clint, Natasha et Tony, on a un peu l'impression d'un pacte qui serait passé entre ces premiers Avengers pour se dire que coûte, ils essaieront d'annuler le geste de Thanos, même s'ils doivent le payer de leur propre vie. Vient ensuite la fameuse scène de la révélation des combinaisons de voyage quantique. On retrouve dans l'ordre de marche Steve, Tony, Natasha, Nebula, Scott, Clint et James. Évidemment, on remarque que Rhodey porte une armure adaptée. Il faut dire qu'il a besoin de l'exosquelette pour marcher, tandis que l'armure de Tony se compose de nanoparticules. Concernant l'usage du royaume quantique dans le film, il y a bien sûr l'hypothèse très répandue du voyage dans le temps pour récupérer les pierres dans le passé ou éventuellement en faire des copies pour ne pas trop altérer le continuum espace-temps.
Toutefois, on pourrait aussi imaginer un autre usage pour le royaume quantique, à savoir attirer Thanos dans cet espace interdimensionnel, car les pierres d'infinité pourraient ne plus y fonctionner correctement. Et enfin, je suppose que Captain Marvel sera la seule à ne pas avoir besoin d'une telle combinaison pour voyager dans le royaume quantique. Et à la toute fin du trailer, on a la petite scène de détente, ce qui fait du bien après tant d'émotions et de tensions, mais si vous n'avez pas encore vu Captain Marvel, eh bien je vous propose de rejoindre la vidéo au temps indiqué en bas à droite de l'écran. Thor peut donc appeler Stormbreaker comme il le faisait avec Mjolnir, pratique. Surtout, on retrouve Carol à une période assez peu éloignée du snap, puisque les cheveux de Black Widow sont encore totalement blonds. Et cette scène survient donc très peu de temps après la fameuse scène post-crédit de Captain Marvel, dans laquelle on la voit débarquer, Carol, alors qu'elle répond au message envoyé par Nick Fury, et qu'elle est directement dans le QG des Avengers. Un petit mot enfin sur la nouvelle affiche, classique mais magnifique. On peut y deviner l'opposition frontale entre Thanos et Tony, en haut à gauche, ainsi que la place de chef d'équipe et de fédérateur que prendra Steve. Seul regret, le nom de Danai Gurira, Okoye dans le film, qui est le seul à ne pas être en haut avec les autres personnages représentés, certainement parce que son rôle sera vraiment mineur dans Endgame. Et bien évidemment, si les noms des acteurs qui incarnent des personnages qui ont été vaporisés par le snap de Thanos n'apparaissent pas sur l'affiche, ça ne signifie pas qu'ils ne seront pas dans le film, mais il s'agit tout simplement de ménager la surprise. Si vous ne voulez pas que je fasse exploser votre baraque ou que je vous renvoie directement 10 000 ans dans le passé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, eh ouais, vous abonner à la chaîne et laisser un pouce en l'air si ce n'est pas encore le cas. Et puis au cas où, si vous vouliez me rencontrer en personne pour me dire non mais il y en a marre de tes menaces, ou encore échanger une session de questions-réponses, ou recevoir une petite dédicace, faire un petit selfie, sachez que je serai à Lille pour le festival Sérimania et que la séance dédiée pour cette rencontre, ce sera le vendredi 29 mars de 16h à 17h30 au Tripostal. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, avec notamment du Game of Thrones. Salut!